Premier grand oral pour Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement. Aujourd'hui, devant la presse nationale et internationale, Daniel Kablan-Duncan a fait le bilan du programme de travail gouvernemental. Le Premier ministre a expliqué les actions du gouvernement. La Côte d'Ivoire a décidé à tourner dos à l'insalubrité. 4,5 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement dans l'achat de matériel de collecte d'ordures ménagères. La campagne Cajou 2013 sera bientôt lancée. Les responsables de la fixation du prix de la noix de cajou sont sur le terrain à Boaké pour sensibiliser les producteurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez vous. Le premier grand oral du chef du gouvernement ivoirien a eu lieu aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Daniel Kablan-Duncan a fait le bilan du PTG. Entendez, le programme de travail gouvernemental, et s'est surtout penché sur les préoccupations des Ivoiriens. Des membres du gouvernement ont assisté au grand oral et le Premier ministre a justifié les actions prioritaires menées par le gouvernement. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. C'est samedi à minuit que s'ouvre la campagne électorale pour les élections municipales et régionales. Les chefs religieux et traditionnels ont été sensibilisés sur le mode opératoire par les commissions électorales indépendantes. Et ces derniers sont appelés à instruire les populations sur ce nouveau mode et à prôner la paix, la cohésion sociale. On en parle avec Justine Saïdjike. Élections couplées municipales et régionales, la commission électorale indépendante met les bouchées doubles. Sensibilisation et formation des chefs religieux et traditionnels sur le mode opératoire de scrutin inédit en Côte d'Ivoire et sur un climat de paix. La commission électorale compte sur vous pour l'accompagner dans le processus de sensibilisation et d'apprentissage du processus et pour créer une fois de plus chez nos administrés, chez vos administrés et corréligionnaires, l'engouement nécessaire à une forte mobilisation et surtout pour créer et maintenir un environnement politique, social paisible. Les rois, chefs traditionnels et religieux, occupant d'importantes responsabilités dans les régions et communes, entendent jouer leur partition pour des élections apaisées le 21 avril prochain. Nous allons faire passer ce message dans nos différents lieux de culte, dans nos mosquées et dans les églises. Il faudrait que les acteurs politiques nous aident aussi, puisque les élections, ce n'est pas la guerre. Nous pensons qu'avec les éléments qui nous ont été fournis, nous avons, vous voyez, des tableaux, nous aurons la possibilité d'aider nos concitoyens là où nous nous trouvons. Nous avons les réunions de village, donc nous allons saisir toute la population, et aussi bien ébriers que non ébriers, tous ceux qui vivent sur nos territoires. Donc nous allons les sensibiliser. Et dans les villages ébriers, nous avons des radios, sinon des micros qui permettent de passer les messages. L'ouverture de la campagne électorale étant le vendredi 5 avril prochain après minuit, la commission électorale indépendante procède à la distribution de 300 affiches par candidat pour les conseillers régionaux et communaux et 1000 spécimens de bulletins de vote depuis ce mercredi 3 avril et ce jusqu'au samedi 6 avril de 9h à 17h au siège de la commission électorale indépendante. Je rappelle que les élections se tiendront le 21 avril prochain. Ce communiqué à présent à M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la 3e session extraordinaire de l'année 2013 qui aura lieu le lundi 8 avril 2013 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen du projet de loi autorisant le président de la République à prendre par ordonnance pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale pendant la gestion 2013, des mesures qui relèvent du domaine de la loi.
Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, est en visite en Côte d'Ivoire. Il a rencontré ce matin les responsables de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à Cocody, au centre des échanges. Vous l'imaginez, le renforcement de la coopération entre les deux chaînes de médias publics pour le bonheur des téléspectateurs et auditeurs de Côte d'Ivoire et du Bénin. Francis Poiffon. Appareil numérique à la main, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, immortalise sa visite dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des studios A et B à la régie finale en passant par les régies numériques, Stéphane Todomé s'informe du mode de fonctionnement des équipements techniques. La RTI est à la pointe de la technologie. En matière de matériel, je crois que la RTI n'a rien à envier aux grandes chaînes de l'Europe. Pour ce que j'ai vu. Ce qu'il faut faire, c'est encourager la production locale. Et je crois que la RTI le fait déjà très bien. Et nous allons rendre compte à notre ministre. Avant cette visite, le premier responsable de l'ORTB a échangé avec le directeur général de la RTI, Aka Saïe Lazare, et ses plus proches collaborateurs. La rencontre a porté sur les échanges de programmes. Pour avoir des programmes qui sont produits ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de passer par des organismes multilatéraux. Pourquoi l'ORTB et la RTI ne s'entendraient pas pour échanger les programmes, ne serait-ce que par simple courrier? Ce qui fait notre curiosité ici, vous avez une deuxième chaîne de télévision. Nous nous apprêtons à avoir une deuxième chaîne de télévision. Donc dans cette matière, vous avez quand même une avance sur nous. Nous sommes venus pour voir également comment ça se passe ici, comment cette chaîne est administrée et comment la mise en place a été faite. Toujours dans le cadre de la coopération entre la RTI et l'ORTB, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin rencontre vendredi le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. À quel âge faut-il permettre aux enfants d'aller sur Internet? Les parents se posent la question. Les enfants, vous le savez, s'intéressent de plus en plus aux technologies de l'information. Âgés de 6 à 16 ans, ils sont passionnés par Internet. Ils font des recherches, jouent à des jeux sur la toile, ce qui les expose à la violence et à des prédateurs. Fatou Fofana s'est intéressé à la question. Génération NTIC ou encore bébé Internet, c'est ainsi que sont appelés ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, véritables passionnés d'Internet. Ils passent de longues heures et même des journées entières scotchés devant l'ordinateur. Qu'est-ce qui captive tant l'attention de ces enfants sur Internet? Lorsque je me connecte sur Internet, je joue à des jeux où je communique avec des amis ou des parents qui sont loin. Je vais souvent sur le net pour bavarder avec mes amis sur Facebook ou Twitter. Et je vais aussi pour m'instruire. Le cyberespace n'est pas toujours sans danger pour ces enfants. Ils sont notamment exposés à la violence, au sexe et à des influences négatives. Les parents essaient à leur niveau, dans la mesure du possible, de suivre les activités de leurs enfants sur la toile. Je contrôle parce que maintenant, la cyber, il y a beaucoup de choses dedans qui nous gênent. Donc vraiment, comme je travaille dans la maison, là, je surveille. Les parents utilisent les moyens de bord. Ils ne sont pas toujours suffisants pour protéger les enfants des menaces de l'espace Internet. Les spécialistes, quant à eux, proposent des moyens plus techniques et bien plus efficaces. Et pour les parents aussi, ils peuvent surveiller leurs enfants à travers les outils de contrôle parental. Ce sont des outils qui sont pour la plupart gratuits sur Internet. L'outil le plus intéressant ici, c'est Google Safe Search. Vous pouvez autoriser les sites sur lesquels vos enfants peuvent partir. Internet reste un couteau à double tranchant. Malgré les dangers présents sur la toile, cet outil demeure un moyen didactique pour les enfants. Toujours selon les spécialistes, dès l'âge de 7 ans, l'enfant peut aller sur Internet, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte. Environ 47 200 candidats ont composé hier pour le concours d'entrée au CAFOP section 2013. Ces postulants au métier d'enseignant ont été repartis dans son centre et la ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique s'est rendue dans quelques centres pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves. C'est parti pour le concours d'entrée dans les CAFOP section 2013. Environ 47 200 candidats composent depuis ce mercredi matin.
Ces postulants au métier d'enseignant ont été repartis dans 100 centres sur toutes les directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est rendue dans quelques centres pour évaluer le déroulement du concours partout où elle est passée, notamment au lycée classique d'Abidjan, au collège Notre-Dame du Plateau ou encore au collège moderne du Plateau. Le constat est le même. Les choses se déroulent bien. Tous les candidats pratiquement sont en place. Tous les surveillants, les membres des secrétariats, en somme tous les enseignants qui sont chargés de l'organisation de ce concours-là sont tous à leur poste. Donc nous sommes très heureux de constater effectivement le bon déroulement de ce concours de CAFOP. Afin de relever le niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire, le concours du CAFOP cette année ne concerne que les candidats titulaires du baccalauréat. Il compose en mathématiques, culture générale et français. 8000 postes sont à pourvoir. La promotion de la santé et la sécurité au travail, ainsi que la productivité et la protection de l'environnement dans tous les secteurs de l'économie nationale font l'objet d'un atelier. Il est organisé, cet atelier, par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. On en parle avec Honorine Aïniga. Selon les données de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, on dénombre en Côte d'Ivoire par an 7500 accidents avec arrêt de travail dans les secteurs publics et privés. 1200 accidents graves laissant une incapacité permanente, 3 accidents mortels et 71 034 jours d'incapacité. Pour lutter contre ce mal, un plan national de sécurité et de santé du travail a été élaboré pour la période 2010-2014 par le ministère de la fonction publique et de l'emploi d'alors. C'est dans le cadre de ce plan que cet atelier se tient. Pour les travailleurs, c'est une rencontre salutaire. Quand vous finissez votre cursus de travail, en principe, on doit vous faire une visite de sortie pour qu'on regarde si vous avez la même condition de santé, celle que vous avez en entrant dans l'entreprise. Malheureusement, ces choses ne sont pas faites. Alors si aujourd'hui on peut mettre en place une réglementation pour corriger ce état de fait, ce serait une excellente chose. La tutelle attend beaucoup de cet atelier. Nous souhaitons simplement qu'un état exhaustif soit fait pour voir les textes, n'est-ce pas, à compléter et ceux qui manquent ou qui n'existent pas, les concevoir et pouvoir les présenter à discussion aux partenaires que sont le BIT et bien sûr les employés et employeurs. Le séminaire doit aboutir à l'adoption d'une stratégie de ratification de 3 conventions de base de l'Organisation internationale du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Le secrétariat du Conseil national de la sécurité chargé de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité était face au groupe consultatif hier. Alain Dovaillé et ses collaborateurs ont partagé avec les partenaires les acquis et freins à la réforme du secteur de la sécurité. Les explications de Broléon. Plus de barrages de forces de sécurité sur l'axe Abobo-Adjamé depuis 3 semaines. Résultat, plus d'embouteillages et de raquettes. On est content, il n'y a plus d'embouteillage, on circule normalement, il n'y a pas d'embouteillage, on en laisse quoi. Il n'y a pas de raquettes aussi. Bon. La levée du barrage de l'université d'Abobo-Adjamé, comme les autres barrages anarchiques du district d'Abidjan, une action du CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles. Ce commandement d'intervention et de coordination de l'action de sécurité intérieure fait partie des acquis de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. L'équipe de suivi est mise en place. Les points focaux sont à 80% déjà nommés par leur structure, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre plan de suivi. Nous avons acquis le matériel qu'il faut pour faire le suivi et l'évaluation du programme RSS. Les séminaires ont déjà eu lieu pour les différents piliers de la RSS, notamment ceux concernant la sécurité nationale et l'état de droit et également le contrôle démocratique. En 3 mois, les 6 piliers de la réforme du secteur de la sécurité, RSS, enregistrent des avancées. Les freins, les actions en cours et les perspectives de la réforme, le secrétariat du Conseil national de sécurité les a partagés avec le groupe consultatif. Les partenaires nationaux et internationaux estiment prématurée toute appréciation du bilan de la RSS.
Toutefois, ils saluent le cadre d'échange sur cette réforme. Pour eux, c'est le gage de la transparence et de l'efficacité. Et on reste dans le domaine de la sécurité, mais pour parler d'une note triste, le contrôleur général de police, Yaobrou Alain, précédemment directeur de la formation de l'École nationale de police, est décédé hier en France. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire change de stratégie. Le mandat de la force onusienne connaît de nouvelles orientations. L'information a été donnée par le commandant des forces de l'ONUCI au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part Mamadou. C'est le 4 avril 2004, après la résolution 1528 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été déployée. Elle avait environ 7000 hommes, effectif qui atteint aujourd'hui environ 11 000 éléments militaires. L'ONUCI avait pour mission essentielle de faire observer le cessez-le-feu entre les forces belligérantes à l'époque, appuyer les opérations humanitaires et la mise en œuvre du processus de paix. Les différentes missions de l'ONUCI ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la stabilité et d'entamer son plan de développement. Pour soutenir les initiatives du gouvernement, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, se donne de nouvelles orientations dans l'exécution de son mandat. Ceci va se traduire en termes d'une formation ciblée d'une partie des FRCI, en termes de formation d'officiers d'état-major, mais également en termes de formation sur des modules qui sont indispensables, à savoir les droits de la guerre, les droits de l'homme, les droits de l'enfance, la protection de l'enfance, l'état de droit. Ceci nous paraît indispensable pour permettre à beaucoup de nos camarades FRCI de mener à bien leur mission sur le terrain. Comme elle l'a fait lors des dernières élections, l'ONUCI compte s'investir pour la réussite du processus électoral en cours. Il faut rappeler que l'ONUCI dispose de plusieurs bases militaires installées sur l'ensemble du territoire national. Après son éligibilité à l'AGOA, la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son visa douanier pour exercer sur le marché américain. Cette victoire pour un meilleur accès des entreprises ivoiriennes sur le marché américain confirme que l'administration ivoirienne, y compris la douane ivoirienne, a mis en place un dispositif institutionnel qui certifie que les produits textiles ivoiriens respectent les normes fixées par les États-Unis. Et je vous le disais dans les titres, la Côte d'Ivoire est décidée à tourner dos à l'insalubrité, vient d'investir 4,5 milliards de francs CFA pour freiner l'insalubrité. Le gouvernement ivoirien a acheté du matériel de collecte d'ordures ménagères et ce matériel a été remis à 169 communes, notamment plusieurs villes du pays. Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire doit avoir un visage reluisant. L'État a donc décidé de s'y mettre pour offrir des villes propres aux populations. Ce sont des tracteurs à remorque, des camions bennes prenneuses et des chargeuses qui ont été offerts aux villes de l'intérieur du pays. Valeur de ce don, plus de 4 milliards de francs CFA. Pour les maires bénéficiaires, c'est un soulagement. On s'est débrouillé à les moyens de bord avec un vieux tracteur et puis des collecteurs qui se débrouillaient tant bien que mal. Aujourd'hui, nous disposons d'un engin approprié pour le ramassage des ordures. Je pense que nous allons pouvoir améliorer notre système de ramassage des ordures. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a rappelé aux bénéficiaires que ce matériel doit permettre à chaque ville d'améliorer sa politique de gestion des ordures ménagères. Vous recevez aujourd'hui des équipements de base pouvant permettre de poursuivre et étendre l'opération Ville propre à la collecte quotidienne des déchets dans vos localités respectives. Aussi, je voudrais demander aux maires bénéficiaires des engins de bien vouloir tenir les engagements liés à leur gestion pour assurer la pérennité et la propreté de nos villes et communes. Au nom du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel. D'importants efforts viennent d'être faits en vue de gagner la bataille de la lutte contre l'insalubrité. Je voudrais lancer au nom du chef de l'État un appel pressant à chacun et à chacune afin qu'autant que nous sommes, nous puissions conjuguer nos efforts
et réaliser l'union sacrée autour de la lutte contre l'insalubrité. Désormais, chaque maire est invité à entretenir sa commune au grand bonheur des populations car leur santé en dépend. 10 000 tonnes d'engrais seront données aux producteurs à travers leur coopérative. C'est une action des industriels, des partenaires financiers du ministère de l'Agriculture et du Conseil du café cacao. Ils ont décidé de rendre à la terre ce qui lui a été pris pour la production des fèves. On en parle avec Noël Niagno. Les fèves de cacao, leur production appauvrissent les sols. Si vous comptez que les fèves prennent une partie de la terre, les feuilles prennent une partie des nutriments, les cabosses également, donc il faut multiplier par 3 les besoins pour savoir que si on exporte pratiquement 10 000 tonnes, il faut un minimum de 3 000 tonnes d'engrais pour restaurer et augmenter la productivité. La productivité sera restaurée désormais. Le ministère de l'Agriculture, le Conseil du café cacao, les partenaires techniques et financiers ont signé une lettre d'intention à cet effet. C'était à l'occasion de la conférence mondiale du cacao. Premier test grandeur nature, 10 000 tonnes d'engrais vont être distribués aux producteurs par le biais de leur coopérative. Les industriels qui savent déjà avec quelle coopérative ils vont travailler dans le cadre de cette initiative. Au sein de coopératives, les producteurs sont déjà en train d'être identifiés par rapport à qui a demandé à avoir accès à cet engrais, qui s'est inscrit, qui a préfinancé, qui a payé et qui attend seulement l'engrais. Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, salue l'initiative engrais pour sa pertinence et indique qu'il va être amplifié. C'est une quantité de 100 000 tonnes d'engrais qui seront distribuées aux producteurs, ce qui couvrira environ 500 000 hectares. Le projet Initiative Engrais est une opportunité pour les acteurs de contribuer à la mise en place d'une stratégie d'approvisionnement et de distribution des engrais avec un coût de revient relativement acceptable pour les producteurs. Avec ces 10 000 tonnes d'engrais, 200 000 hectares de plantations de cacao seront traités à raison de 250 kg d'engrais à l'hectare et cela 2 fois par an. Et toujours dans le domaine agricole, il est maintenant question de la fixation du prix de la noix de cajou. La campagne Cajou 2013 sera lancée à Ferkessédougou. Les producteurs sont sensibilisés par les responsables de la fixation du prix. Le commentaire de Charles Tatou. Le comité de réflexion, d'éveil et de suivi de la campagne Cajou est en tournée pour rencontrer les producteurs. À Boaké, capitale de la région de Gbeke, Meïté Mamoudou, président du comité scientifique pour la fixation du prix du cajou, a longuement expliqué les raisons pour lesquelles le prix du kilogramme de noix de cajou est passé de 310 francs à 200 francs cette année. Il y a eu la floraison tardive et la récolte en saison pluvieuse. La qualité était très mauvaise. Il y a eu un certain nombre de facteurs, le facteur concurrentiel à plusieurs niveaux. Et par rapport à ça, l'autorité de régulation et le gouvernement a décidé de mettre en place un comité scientifique et technique. Le prix de 200 francs Borchamp, c'est un prix obligatoire. Venus nombreux à cette rencontre, les participants se disent satisfaits et prêts à donner un nouvel élan à la filière cajou. Tout ce qu'ils ont dit au niveau de la qualité, il faut forcément la qualité, sinon on ne peut pas être en avant. Les prix fixés seront suivis et seront appliqués strictement. Après la région de Gbeke, le comité visitera les régions du Poro, du Worodougou et celle du Kabadougou avant le lancement officiel de la campagne 2013 prévue à Ferkessédougou. Restons à l'intérieur du pays et rendons-nous à Sakassou où se trouvait le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Koné. Il était l'invité des populations du village de Foto Kwamekro. Charles Tatou. Les populations rurales du canton Melakbli dans la région de Sakassou peuvent s'enorgueillir maintenant. Les mutuelles de développement de leur canton fort de 15 villages ont décidé de travailler en réseau pour poursuivre efficacement les actions de développement de leur circonscription cantonale. Plusieurs infrastructures et équipements sociaux de base manquent à beaucoup de villages de ce canton. Seulement, un centre de santé et 2 écoles de 18 classes dans cette zone. De même, 8 villages non électrifiés et 8 autres connectés au réseau d'eau courante, dont certains ne sont pas totalement couverts, à l'image de Foto Kwamekro qui vient de recueillir la première eau de l'extension du réseau d'eau courante.
Invité pour présider les cérémonies de la Pâque dans ce village, le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Koné, rassure que 2013 sera l'année de réalisation effective de la grande majorité des promesses du chef de l'État. Nous avons les ressources humaines qui vont permettre cela. Tout cela se fera en faveur de nos populations. Ce sont ces populations qui vont bénéficier de tout ce qui est en train d'être semé aujourd'hui. Le ministre Bruno Koné a posé la première pierre du futur marché de Photo-Kwamekro. Ce marché va impulser une nouvelle dynamique en matière de commercialisation des produits agricoles. La région de Yamoussoukro abrite un parc animalier situé dans le village d'Abo-Kwamekro. Il est en passe de devenir un site touristique d'envergure. Seul point d'ombre à régler les exigences des populations. Le reportage de Jeanne Toubé. Abo-Kwamekro, c'est 7000 hectares d'aires protégées. Mais on ne sait plus aujourd'hui où commence la réserve et où finissent ses limites. Seule certitude, ce parc animalier, hier fierté de la région de Yamoussoukro, est à l'abandon. Et la Soudertoulac s'engage à lui redonner vie et toute sa splendeur. Nous avons décidé de faire en sorte qu'un tourisme équitable soit appliqué. Qu'est-ce que nous entendons par tourisme équitable? C'est de faire en sorte que les populations riveraines tirent profit de l'exploitation de la réserve, autant en les associant à la gestion, autant en embauchant les jeunes de ces villages riverains, faire en sorte que une partie des revenus de l'exploitation de la réserve soit reversée aux villages riverains. La renaissance du parc animalier d'Abo-Kwamekro s'appuie sur un comité de gestion d'accord parti entre la Soudertoulac et les populations des villages riverains. Si ce comité prend en compte toutes les attentes des populations en termes de retombées issues de l'exploitation du parc, il reste toutefois à régler une préoccupation majeure, la présence des hordes d'éléphants, destructeurs de plantations à souhait. Ces pachydermes qui auraient, à en croire les populations, tué 4 villageois il y a 2 ans. Et on se rend à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, vit au rythme d'Abidjan. La ville est fortement influencée par la musique et la cuisine ivoirienne. Regardez. On se croirait à Abidjan, mais non, on est à Ouagadougou, la capitale burkinabé. De Bascui à Bogodogo, en passant par Boulmiougou, Ouaga vit au rythme d'Abidjan de jour comme de nuit. Les restaurants, les terrasses aux abords des grandes artères rappellent bien ceux d'Abidjan. On écoute la musique ivoirienne dans les kiosques à café, à la radio et même dans les boîtes de nuit, comme en témoigne ce disque jockey. Je peux dire même que c'est la musique ivoirienne, mais qui a plus pris de l'ampleur même au pays. Voilà, ici quoi. Enfin, c'est lui qu'en deuxième position vient la musique burkinabé. Ouaga est aussi fortement influencé par le voisin ivoirien au niveau des habitudes culinaires. Peut-être parce qu'une partie de la population y a déjà vécu. Les gens viennent manger le placali. C'est aimé par quelques personnes. Ceux qui connaissent aiment ça aussi. Autre raison de cette dépendance, Ouaga importe une grande partie de ses denrées alimentaires d'Abidjan. On va checker graines, placali, aubergines, piment. Tout ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça vient pas très. Ça masse un peu. La population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire est très forte et dépasse 4 millions. Toutes ces influences de la culture ivoirienne sur les burkinabés pourraient s'expliquer à partir des échanges entre populations. Et avec ces échanges, les Ouagalais ont été en partie ivoirisés. Le challenge africain pour le renouveau et la politique économique de développement sensibilise les jeunes de la région du Go à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Le président de cette structure était à Gagnoa où il a fait don de matériel aux jeunes pour leur insertion sociale. On en parle avec Mamadou Kossi. Ils sont venus de tous les partis politiques et des différentes couches sociales de la région du Gore pour échanger avec le président du Challenge africain pour le renouveau de la politique économique et du développement, CAPED. Au sein des débats, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'occasion a permis à la jeunesse de Gagnoa d'exprimer des préoccupations dans les difficultés à acquérir des financements de leurs micro-projets. Sur la question, le capitaine Koné Eric, président du CAPED, rassure. Les dispositions sont prises par le gouvernement pour faciliter l'accès aux fonds de soutien. Il exhorte par ailleurs les jeunes à l'entrepreneuriat et surtout à s'intéresser aux initiatives agro-pastorales. Tout le monde ne peut pas aller dans la fonction publique. Donc, je souhaiterais que les jeunes penchent plutôt sur les initiatives d'entrepreneuriat, qu'ils aient, je dirais,
la bonne idée novatrice de créer des petites choses. Pour joindre l'acte à la parole, le président du Challenge africain pour le renouveau de la politique économique et du développement, CAPED, a offert des plans de VA et du matériel agricole. Et avant de refermer ce journal, je rappelle que le premier grand oral du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a eu lieu aujourd'hui. Le chef du gouvernement a fait le bilan du programme de travail gouvernemental. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h et juste après cette édition, une édition spéciale vous sera proposée. C'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, croyez en vous et n'abandonnez jamais. À bientôt.